C'est quoi ton premier souvenir d'écriture? Écriture avant d'être professionnel, entre guillemets. Ton tout premier souvenir d'écriture. Il est lié à un film. Il est lié au film Stand By Me de Rob Reiner, je crois. Ouais. J'avais adoré le film. Je devais avoir 13-14 ans. Et c'était exactement ce que je voulais vivre et que je ne trouvais pas dans la vraie vie, c'est-à-dire une aventure humaine quelque part. Et à un moment, j'ai été tellement frustré à la fin du film que j'ai dû regarder à la télé, ou j'imagine, ou en cassette vidéo à l'époque, que je me suis dit, ok, je pourrais jamais vraiment vivre ça, ça n'existe pas, c'est exceptionnel, alors je vais me l'inventer. Et du coup, j'ai décidé de prendre la machine à écrire de ma mère, et avec mes 2 index, j'ai tapé l'histoire et j'ai réécrit Stand By Me à ma manière, sauf que les héros, les personnages étaient mes potes à moi, et c'est eux que je mettais en scène dans l'histoire. Et que très vite, en fait, j'ai repris la séquence du train sur le pont, et qu'en fait, je l'ai fait évoluer, qu'il se passe d'autres trucs, et qu'après, je suis parti dans une histoire complètement différente. Ça devait faire à l'époque 12-15 pages, c'était effroyablement mal écrit, parce que j'allais à l'essentiel, mais ça m'a donné envie d'écrire. Et derrière, j'ai continué d'écrire comme ça d'autres histoires, et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et je me suis plus jamais arrêté d'écrire. Et c'est quoi ton premier souvenir ou ton premier moment d'écriture professionnelle marquant? Il y en a plusieurs. Alors il y a celui où j'étais pas encore entre guillemets professionnel, mais où j'étais en train d'écrire L'âme du mal, et je me souviens bien, je l'écrivais le soir après le boulot, et je me souviens de cette espèce de persévérance que j'avais à rentrer chez moi et à mettre de côté toute la vie, donc tout ce que ça implique, ma vie personnelle, sentimentale, tout, et à n'être que ce garçon qui rêve d'écrire son histoire. Et donc je me remettais devant mon écran et j'écrivais, je reprenais ce que j'avais écrit la veille, je relisais pour me remettre dans le bain, et d'un coup c'était reparti, j'écrivais jusqu'à 1h du matin comme ça en me disant demain matin je me lève tôt pour aller au boulot, mais c'est pas grave. Et voilà, et les sensations d'écriture, la satisfaction et cette obsession en fin de chapitre d'arriver de me dire ok, je suis arrivé à la fin d'un chapitre, qu'est-ce qu'on attend de façon très logique à la fin de ce chapitre là, et je commençais à réfléchir, et à partir du moment où j'avais à peu près défini tout ce qui semblait logique, je trouvais autre chose, et je me forçais de trouver autre chose que ce qui était logique à la fin du chapitre de chaque chapitre. Tu créais tes propres cliffhangers en fait. Ouais, c'est-à-dire que moi je m'étais dit à la fin de chaque chapitre, comme c'est un roman où j'avais pas vraiment structuré le bouquin en détail, j'évoluais. Il y avait des trucs, il y avait des grandes articulations que j'avais à l'avance, mais il y a plein de choses, je ne savais pas ce qu'il y aurait à la fin d'un chapitre, et pour trouver la suite, je me disais ok, prends l'inverse de ce qui semble logique. Réfléchis à toutes les hypothèses auxquelles on peut s'attendre, et une fois que tu as fait le tour de ça, eh ben, tu prends ce à quoi tu n'as pas pensé au départ. Et c'est comme ça que j'ai écrit L'âme du mal. C'est quoi ta première grande déception d'écriture, professionnelle ou autre? Oh là là, en toute franchise, j'ai pas souvenir de déception d'écriture, parce que l'écriture c'est jamais une déception à la mesure où en fait il peut y avoir des difficultés d'écriture, mais pas de déception. Je vois pas comment j'aurais pu éprouver une déception d'écriture, dans la mesure où il m'est arrivé parfois d'avoir une vraie difficulté à obtenir le résultat que j'avais en tête. Mais quand dans ces moments-là, je me dis bon bah je retrousse mes manches et je me dis bon bah je vais en chier quoi, parce que c'est vraiment pas du tout ce que je voulais. Je sens que je peux y arriver, mais juste je suis pas arrivé. Et donc je reprends, je recommence. Et du coup j'ai des souvenirs de moments laborieux, compliqués, difficiles, d'acharnement, mais qui permettent toujours à un moment ou à un autre d'arriver à ce qu'on voulait. C'est juste que des fois on obtient un chapitre rêvé ou une histoire rêvée en quelques jours. Et des fois, ce même truc-là, ça va mettre des semaines. C'est plus compliqué, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il n'y a pas d'histoire avortée dans le passé de Maxime Chatham? Aucune histoire que tu as amorcée, puis tu t'es dit non, là, je suis vraiment dans une impasse, je n'en sors pas, j'arrête? Il y a des histoires que j'ai jamais terminées, mais pour d'autres raisons. Par exemple, j'ai commencé à écrire une saga qui s'appelle Le Club des Sublimes, qui est une sorte de pastiche homelésien, parce que j'adore Sherlock Holmes, et Conan Doyle fait partie des auteurs qui m'ont formaté à l'écriture. Et donc voilà, cette saga-là qui était prévue en 5 tomes, que j'ai commencé à écrire, j'avais 20 ans, 22 ans peut-être. J'ai commencé à l'écrire avant le 5e règne. Donc voilà, le 5e règne, c'est censé être mon premier roman fantastique. Et Le Club des Sublimes, j'en ai écrit 150 pages.
j'ai structuré les 5 tomes, j'ai écrit les 150 pages du premier tome et je me suis arrêté. Et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté, je ne me souviens pas pourquoi je me suis arrêté. Je me souviens juste qu'à l'époque j'avais une vie forcément, il fallait que je bouffe, il fallait que je paye mes factures tous les mois, donc j'ai vécu ma vie, etc. Et je ne l'ai jamais repris. Et je ne me souviens pas pourquoi j'ai commencé un beau jour à me dire non, je vais faire autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à écrire le 5e règne. Et du coup, ce bouquin-là, il est resté dans un coin et je me souviens encore. C'est-à-dire que pour le coup, c'est même pas des cahiers de notes, c'est dans ma tête. Dans ma tête, j'ai encore exactement les 5 articulations des 5 tomes de la saga, qui va de 1935 à 1939. Voilà, avec le fils illégitime de Sherlock Holmes qui mène l'enquête et toute une troupe autour de lui de type un peu étrange. C'est du roman d'aventure historique, policier, un peu humoristique. Enfin voilà, un truc très différent de ce que je fais aujourd'hui, mais et ça je l'ai jamais repris, je sais pas pourquoi. Et un jour, il y a pas longtemps, je suis retombé dessus, j'ai encore le manuscrit sur ordinateur, donc peut-être qu'un jour je m'y rattaquerai. Donc il y a ça. Il y a forcément le livre que j'écris en ce moment qui est une vraie douleur en moi parce que c'est un bouquin que j'ai écrit déjà 2 fois et que je l'écris pour la 3e fois. C'est un thriller sur le terrorisme. Et la première version racontait une double prise d'otages qui se couvrent l'une l'autre. Et j'en avais écrit peut-être bien 200 pages quand il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo d'Hypercacher où les deux se prenaient en otage en se couvrant l'un l'autre. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai plus du tout eu envie de continuer mon histoire qui était trop semblable. Donc je l'ai abandonné. Et je l'ai repris quelques mois plus tard. Et ça racontait comment est-ce que finalement c'était mon bouquin, les mêmes héros, le même truc. Sauf que finalement, j'avais laissé tomber la prise d'otage double et c'était l'attaque d'une salle de concert. Et donc avec les événements du Bataclan, j'ai été écœuré, je ne pouvais plus toucher une ligne de ce livre-là, je n'avais pas du tout envie d'écrire sur ce sujet-là. J'étais comme tout le monde en France, j'étais meurtri, quoi, j'étais choqué, donc j'avais plus envie. Et là je le reprends maintenant, 1 an après, avec une nouvelle idée. Et cette fois-ci j'espère aller au bout. Parce que je pense que c'est un sujet important, il faut parler de ça. Et je crois que le propre du thriller, c'est de pouvoir parler de choses très sérieuses sous couvert de divertissement. C'est un prétexte, le divertissement, pour parler de choses profondes. Et voilà, et je pense que j'ai beaucoup de choses à raconter sur le terrorisme, des trucs qui me tiennent à cœur personnellement. Donc je vais aller au bout de ce bouquin-là, j'espère cette fois-ci. Voilà. On va revenir sur chacun de tes bouquins dans l'ordre chronologique. Donc je te demanderai juste quelques mots par bouquin, d'accord ? Si je te dis le 5e règne. C'est le deuil de mon adolescence. Je l'ai écrit pour ça et je ne l'ai jamais relu, mais le souvenir que j'en ai, c'est le souvenir qu'on a de sa propre adolescence. Plein de nostalgie, de bonheur, donc voilà, c'est un livre que j'adore et qui fait que, vu tout ce que j'éprouve quand j'y repense, je continuerai toute ma vie, je pense, d'écrire sur l'adolescence, d'une manière ou d'une autre. L'âme du mal. Mon premier thriller, ma première expérience, à l'époque, j'avais l'impression de tout donner, de faire le meilleur roman du monde. Avec un peu de recul, après, je m'étais dit, oui, bon, alors c'était peut-être pas du tout ce cas, mais ça a été une telle sensation de bonheur à l'écriture. Et en même temps, c'est un investissement de plusieurs années de ma vie. J'ai mis 3 ans de ma vie en parenthèse pour l'écrire. Et voilà, j'en suis content. Et des fois, avec le recul, je me dis, putain, j'avais 24 ans quand j'ai écrit ce bouquin-là. Et ça me surprend un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'écrirais le bouquin de la même manière. Je me dis, soit j'ai pas évolué, soit j'avais un coup d'avance sur moi-même à 24 ans. J'ai peur de ne pas avoir assez évolué. In Tenebris. Hyper content de ce bouquin-là. J'ai adoré l'écrire. J'ai adoré les repérages dans New York, qui ont été un peu chauds parfois. Très beau souvenir. Voilà, un roman plus noir que le premier, mais et comme je l'écrivais et que le premier était en train de sortir et que ça a commencé vraiment à marcher, je l'ai écrit un peu au début avec la pression du romancier qui dit putain, j'ai pas le droit de me tromper quoi. Le premier est sorti, les gens l'aiment bien, alors il faut que le deuxième soit encore meilleur. Et je l'ai écrit parfois en me disant boule au ventre. Et très vite, je suis arrivé à me dire ok stop, oublie, il faut que tu sois dans le plaisir. Et donc j'ai mis de côté toutes ces problématiques. Je suis parvenu, c'est ça surtout la vraie réussite du roman, je crois. J'ai réussi à n'écrire que le livre en pensant au plaisir de l'écriture sans me prendre la tête. Quoi. Maléfice. Pareil, il fallait boucler la boucle. Alors, dire adieu au personnage de Brolin. Je me disais, je veux pas être de ces romanciers qui ont le même personnage pendant toute leur vie. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de finir en beauté avec une histoire qui raconte la fin de ce personnage-là. Et il fallait juste que, je m'étais dit, juste, essaye de pas le tuer.
essaye de trouver un autre moyen d'arrêter d'écrire sur ce personnage-là. Et je me suis dit, on verra. Mais donc voilà, donc ouais. Les Arcanes du Chaos. Un roman dont je suis très fier parce que c'est 10 ans de recherche cumulée en un bouquin. Et je crois que j'ai réussi à faire un truc que j'avais pas fait dans L'Âme du Mal, c'est que j'ai réussi à pas être didactique. J'ai réussi à raconter plein de trucs assez factuels, assez compliqués, historiques et tout, sans être trop didactique. Alors que dans L'Âme du Mal, j'étais beaucoup trop didactique sur la criminologie. Avec le recul, vraiment, je me rends compte. Donc non, je suis très content. C'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que encore aujourd'hui, les gens continuent de me demander si je crois tout ce que j'ai mis dans le livre. Et j'adore que les gens posent cette question. Prédateur ensuite. Ça, c'est le rêve d'un cinéphile. Je rêvais, j'ai adoré le soldat Ryan, il faut sauver le soldat Ryan. J'ai adoré Seven. Et je me suis toujours dit, pourquoi bon sang on fait pas une histoire à la Seven dans le contexte de il faut sauver le soldat Ryan, ce serait génial. Et comme je trouvais pas, à un moment, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais me l'écrire cette histoire, je vais me faire plaisir. Et je me suis fait plaisir. La théorie Gaïa ensuite. C'est un roman qui part sur le principe de... J'avais pas de famille à moi, c'est-à-dire que j'étais pas marié, pas d'enfant. Et j'avais très envie d'une famille et deux enfants quand je l'ai écrit. Et du coup, je suis parti de ce principe-là pour l'écrire. C'est paradoxal parce que c'est un thriller, mais c'est avant tout pour moi un thriller qui parle d'une famille qui se décompose et qui parle d'amour. Et là, la fin est très équivoque, elle est très représentative de ça finalement, de cette notion d'amour. Alors que finalement, c'est pas du tout une histoire d'amour, mais moi je l'ai écrit entièrement en pensant à l'amour des êtres humains, alors que c'est une histoire très sombre. Léviathan. C'est une histoire spéciale pour plein de raisons. Je suis un obsédé de la notion de temps. Donc forcément, il fallait à un moment ou à un autre que je fasse un thriller avec le temps. La fin du roman, elle est très proche d'un roman fantastique, et pourtant on n'est pas dans le fantastique, mais voilà. Et c'est un roman dans lequel, pour la première fois, je me suis autorisé ce que je m'étais toujours refusé, c'est-à-dire mettre en scène un romancier. Et donc forcément il y a une forme de projection. Et donc dès le début je me suis dit assume-la complètement. Et donc ce héros-là, je lui ai donné mon second prénom, Guy. Et le nom sous lequel il vit sa vie, c'est Tudrak Mato. Et Tudrak Mato, c'est ça, je crois que c'est ce nom-là qu'il a dans le bouquin. C'est l'anagramme de Chatham Drouot, qui sont les deux noms finalement. Et ce qui est paradoxal, c'est que le nom de la nana dont il va tomber amoureux s'appelle Faustine, et que j'ai choisi le nom parce que je ne trouvais pas de l'héroïne, en écoutant une émission de radio un jour sur Europe 1 qui s'appelait Si c'était ça le bonheur, émission de Faustine Bollard. Et quand j'ai entendu ce nom-là, je me suis dit, ok, mon héroïne va s'appeler Faustine, parce que Faustine, j'adore ce prénom. Et un an plus tard, quand le livre est paru, je suis allé dans cette émission pour en parler, et j'ai rencontré Faustine Bollard, et c'est devenu ma femme aujourd'hui. Et donc le Requiem des Abysses, la deuxième partie. C'est un livre miroir, c'est-à-dire que c'est encore une question que je me pose aujourd'hui. Pour moi, le Requiem des Abysses, c'est le miroir de Léviathan. Et je dis toujours aux gens, si vous lisez Léviathan, lisez absolument la suite tout de suite. Parce que pour moi, c'est fondamental. Parce qu'on croit avoir tout compris à Léviathan. Le livre se suffit en lui-même. En réalité, pas du tout. En réalité, Léviathan est la preuve qu'on peut se leurrer jusqu'au bout. Et que la vérité est un leurre. Et qu'en réalité, cette vérité qu'on nous assène dans Léviathan, jusqu'à la dernière ligne, elle est fausse et la vraie vérité n'apparaît que dans sa suite. Et ce jeu de miroir, je me suis souvent dit, est-ce que j'aurais pas dû tout publier en un seul volume ? Mais ça aurait été difficile, ça aurait fait un énorme pavé. Ou alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu les sortir en même temps ? Pour insister sur le fait que... Alors, maintenant, les livres existent ensemble, donc c'est facile. Et puis, il y a une édition collector qui rassemble les deux. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment deux livres. Il aurait fallu même, sur la couverture, j'insiste davantage, pour dire 1 sur 2. C'est vraiment un diptyque au sens les livres sont unis l'un et l'autre. Il faut vraiment les lire dans l'ordre. C'est intéressant que tu aies placé cette réflexion sur la réalité dans un décor qui est finalement l'Expo universelle, qui était aussi une représentation de la réalité, qui était bien loin de... Oui, bien sûr. D'autant plus que cette exposition universelle a été la plus grande exposition universelle de l'histoire de l'humanité, en termes de moyens, d'ambition, et qu'on n'a rien gardé, sauf 2-3 bricoles aujourd'hui, mais l'homme ne se rend plus compte de ce que ça a été. Les documents que j'ai amassés pour parler de l'expo, c'est dingue, et j'ai mis longtemps avant de choisir le cadre de mon roman. Je voulais que ce soit entre la fin du 19e et le début du 20e, parce que je voulais parler de ce qu'on vit aujourd'hui, au début du 21e siècle. De la tension morale, de la peur de l'étranger, de la dissension sociale, etc. Et je voulais parler de tout ça, et je me suis dit, mais le meilleur moyen d'en parler, c'est de situer un roman un siècle plus tôt pour montrer que c'était déjà le cas.
et de raconter comment et pourquoi ça s'est fait, et surtout sur quoi ça a débouché, sous-entendu. Et très vite, j'ai fixé mon roman sur 1900 à cause de l'exposition universelle, parce que c'était le cadre parfait. Le monde rassemblé en un point, en un endroit, dans une représentation que l'on croit être finalement réaliste, alors qu'elle n'est qu'une représentation totalement utopique de ce qu'est le monde réellement. Et donc c'est ça un roman aussi, quelque part. On revient un peu en arrière avec Le sang du temps, qui est, je trouve, un roman un peu particulier dans ta biographie, parce que il apparaît. Est-ce que c'est une idée que tu... Enfin voilà, quelques mots sur Le sang du temps. En fait, Le sang du temps, c'est le premier changement, première rupture de ton. Alors c'est pas tout à fait vrai dans ma carrière, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait déjà le 5e règne qui était particulier. Mais Le sang du temps, c'est différent. C'est que je finis Maléfice et je me dis, ok, l'idée que j'ai là maintenant, elle change un peu. Et tant pis si les lecteurs ne retrouvent pas exactement ce qu'ils ont aimé dans mon écriture, il faut que j'écrive ce bouquin-là, c'est-à-dire un livre qui soit à la fois, entre guillemets, à mes yeux passionnant pour la partie quasi fictive qui est celle du Caire en 1927-28, et en même temps la partie moderne de nos jours où la nana lit le livre de l'histoire du Caire. Cette partie-là, elle est presque un peu lente, presque trop lente, et qu'on sent finalement l'ennui de cette nana-là à travers le faux rythme que moi j'imprime quand je raconte ces passages-là. Ce qui fait quand elle se fait voler le manuscrit, on est comme elle, on est dégoûté parce qu'on veut absolument récupérer le manuscrit pour lire la suite. Et je voulais vraiment faire une projection dans la projection. Et jusqu'au bout, le bouquin, je voulais que ce soit une interrogation sur qu'est-ce que c'est que la fiction. Est-ce que la fiction est plus passionnante que la réalité? Est-ce que l'histoire qu'on nous assène est une réalité, est une vérité? C'était finalement un moyen déjà de préparer les arcanes du chaos. Mais voilà, et c'est pour ça que la fin du sang du temps est si particulière et que ça pose la question sur laquelle des histoires que je vous ai racontées dans le sang du temps est vraie. Alors je peux vite faire un parallèle en faisant un saut vers que ta volonté soit faite, quelque part. Ouais. C'est déjà, que ta volonté soit faite, c'est d'une certaine manière la même problématique tournée autrement, mais ça fait partie des obsessions d'un romancier. Moi, la mienne, j'en ai plusieurs, clairement, le mal, l'obsession des souterrains, sous toutes leurs formes, y compris les souterrains de la pensée humaine, mais les souterrains aussi au propre, les catacombes, etc., sont des éléments qui reviennent énormément dans mes livres. Mais aussi la notion de vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité dans la vie de tous les jours? Est-ce que l'histoire qu'on nous a racontée est la vérité? Est-ce que l'histoire qu'on nous raconte dans chaque individu est la vérité? C'est les arcanes du chaos. Mais je l'ai traité dans d'autres bouquins et dans Que ta volonté soit faite. Est-ce que l'histoire qu'on vous raconte dans un roman est vraie ou pas? Et surtout, est-ce qu'on peut faire confiance à un narrateur? Et quel est le pouvoir du lecteur dans un roman? La promesse des ténèbres? C'est peut-être mon livre le plus dur. Celui où j'ai été le plus loin. Je me suis tout autorisé, rien interdit, mais c'était important. Le sujet du bouquin était tel qu'il fallait que j'y aille fort. C'est un moment de ma vie où personnellement j'étais pas bien du tout. J'étais pas heureux du tout dans mes pompes. J'étais un homme très malheureux, très mal dans sa peau. Et ça se ressent dans le livre, c'est-à-dire que c'est un livre qui est très très dur. C'est comme la destruction d'un couple qui va jusqu'à la mort, jusqu'au mensonge absolu, à tel point que l'innocence d'un des deux dans le couple sera punie, puisqu'elle ne sera jamais la vérité. Et c'est la différence d'ailleurs entre le lecteur et l'héroïne. Le lecteur, lui, saura la vérité. La conjuration primitive. Mais juste une parenthèse, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. J'en suis très heureux de ce livre, je suis très fier de ce livre, mais très noir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais envie. Est-ce que j'en serais capable? Je crois sans l'ombre d'un doute. Est-ce que j'en aurais envie de retourner dans un livre aussi noir? Je ne suis pas sûr. Pas maintenant. La conjuration primitive. Mon retour, à mon sens, au thriller pur et dur. C'est-à-dire que à un moment, au milieu de tous ces romans-là, j'ai eu envie de retourner au thriller, c'est-à-dire l'enquête policière, vraiment. Mais à la différence de L'âme du mal et de la saga Bojo Chamberlain, j'avais envie de quelque chose de plus européen. Et je me suis dit, ok, ça va être en France. Et bon, très vite, en fait, c'est à plusieurs pays d'Europe l'enquête, mais c'est mené par des enquêteurs français. Et c'est mon retour au thriller policier, pur et dur. Et j'aime beaucoup ce roman pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a un twist à la moitié du roman, quelque chose que j'ai longtemps hésité à faire et qu'à un moment j'ai eu le courage de faire. Je ne sais pas si on pourra l'écrire, mais tuer le héros du roman au bout de 220 pages, voilà, le lecteur il est juste là en train de se dire non, à la fin ça peut arriver, mais pas à la moitié d'un roman. Il me reste encore plus de la moitié du livre à lire. Qui c'est le héros d'histoire? Il n'y en a pas d'autre.
On fait comment? On repart à zéro à la moitié du bouquin, c'est pas possible. Et voilà, et je me suis dit, bah si, et je trouve que la façon dont ça se fait est totalement logique et que c'est bien d'avoir été au bout de ma logique. Donc je suis très content de ça. Et puis que voilà, j'aime bien le fait de changer un peu dans le cliffhanger de fin, de se dire bah non, c'est pas dans le qui est le grand méchant de l'histoire, mais c'est plus dans l'environnement. Il y a un vrai twist à la fin. Est-ce que tu penses que tu as pu, entre guillemets, placer le décor en Europe et en France parce qu'après toi, d'autres sont venus et ont, entre guillemets, justement, utilisé les décors comme Franck Tillier par exemple dans le Nord, utilisé des décors français et ont, je ne dirais pas banalisé le décor français, mais ont habitué les lecteurs à ce que un thriller, ça ne doit pas obligatoirement se passer dans une petite ville américaine ou bien au cœur de New York. En fait, non, je crois pas du tout pour un simple, c'est que je pense que bien avant moi, Granger l'avait fait de façon tellement bonne et avec un tel succès que c'était déjà ancré, c'est-à-dire qu'il avait balisé, il avait prouvé qu'on peut le faire et qu'à la limite ça marchait très bien à partir du moment où on se donne les moyens d'eux. Donc Granger l'a fait dans plusieurs de ses bouquins, même dans la plupart de ses livres. Donc non, dès le premier bouquin, dès L'âme du mal, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je le situe en France? Dantec l'a fait avec brio, Granger l'a fait avec un génie sûr, donc d'autres l'avaient fait. Donc je crois que après ceux qui l'ont fait n'ont fait que faire des choses à leur manière comme il le sentait, mais les portes étaient déjà grandes ouvertes par des types avant nous. Donc non, moi je m'inscrivais plus dans une logique à l'époque de culture personnelle. Voilà. Et à l'inverse, j'avais d'autres exemples comme Serge Brussolo que j'adore, qui savait écrire des romans aux États-Unis, qui étaient hyper bien foutus. Donc voilà. Mais non, alors, la conjuration primitive, c'est juste qu'à un moment j'étais prêt, quoi. J'avais envie. Et j'avais pas envie de refaire du Brolin, donc il fallait vraiment trancher pour trancher, il fallait changer carrément de cadre, et le cadre français s'y prêtait bien. La patience du diable. C'est la suite, et je trouve que c'est un livre, je le renierai jamais, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui fonctionnent bien dedans, mais si on devait me demander quel est mon roman préféré dans ce que j'ai écrit, j'aurais bien du mal à répondre. Si on devait me demander quel est le livre que j'aime le moins dans ce que j'ai écrit, là je dirais que c'est La patience du diable. Parce que je pense que c'est un livre, je pense qu'il fonctionne bien, je pense que c'est un bon divertissement, etc. J'ai pas de regrets, mais je trouve que thématiquement, il n'apporte pas grand-chose par rapport à ce que j'ai fait dans ma carrière de romancier, et que chacun de mes livres, je sais pourquoi je l'ai écrit, je sais ce qu'il apporte et de quelle manière il enrichit ma bibliographie dans ses thématiques. Et que La patience du diable, j'ai voulu insister trop sur quelque chose que finalement j'avais déjà assez développé. Et donc avec le recul, je me dis, bon, j'ai aucun regret, s'il fallait le faire, je pense que je ferais la même chose. Parce qu'en plus, il me permet d'avancer dans le développement de mes personnages dans la série Conjuration primitive, Passion du diable et du prochain bouquin. Et il y en aura d'autres, donc j'ai pas de regret. Mais je trouve que sur le sous-texte, ça n'apporte pas assez. L'impression d'épisodes de remplissage, comme dans des séries où il y a toujours un épisode qui est un peu plus, un peu plus en pilotage automatique par rapport à la création. Alors remplissage, le terme est un peu fort parce que moi je suis l'auteur du bouquin, donc forcément je l'aime bien et que personne m'a obligé à l'écrire, personne m'a obligé à le sortir. Hein. Si je l'ai écrit, je l'ai sorti parce que j'en étais très content, que j'avais envie de le faire. Mais c'est le seul bouquin où il m'a fallu du recul. Les autres, j'ai du recul, je suis peut-être totalement pas objectif, c'est normal. Mais les autres bouquins, j'ai aucun regret, je ne changerai rien et je trouve qu'ils apportent vraiment tous quelque chose. Et que voilà, celui-ci c'est le seul qui n'apporte pas assez de nouveautés à ma réflexion. Donc du coup, il est là pour raconter une histoire, mais à mon sens, c'est presque trop juste un thriller. Voilà, et j'aurais aimé que ce soit un thriller plus autre chose. Et ce qui, pour moi, c'est le cas de tous mes bouquins. Celui-ci, pas assez. Voilà. Pour le coup, c'est le bouquin qui te plaît peut-être le moins, mais au niveau de tes lecteurs, par contre, il y a un qui fait polémique et qui a fait polémique, c'est ta dernière sortie, Le Commun des Mortels. Ouais. Alors là, qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Ça correspond à une envie, c'est-à-dire que je pense que dans la carrière d'un romancier, c'est important de suivre ses envies, d'aller là où on le sent. Et à un moment, j'ai eu envie de faire un bouquin différent dans le ton, de m'autoriser des choses que je ne fais pas d'habitude, l'humour, beaucoup de cul, des petites digressions philosophiques, amusantes ou parfois crétines, mais qui correspondent au personnage. Et j'ai eu envie de ça. J'ai envie de ça, un changement complet de ton. Dans une période où la société française va pas très bien, où on traversait beaucoup de doutes avec les attentats, etc. Moi, le premier, j'ai pas eu envie d'écrire un thriller glauque et noir. J'ai pas eu envie de faire autrement le dernier tome parce que j'étais pas encore prêt dans ma tête. Donc, et j'avais envie de ça. Donc j'ai fait ça. C'est le seul bouquin où j'ai vraiment pris le temps avant de filer à mon éditeur et de le sortir, vraiment.
Et quand le temps a passé, que je le relisais, je me dis ok non, je suis vraiment sûr de moi, je l'aime ce livre. Je l'aime d'amour et je veux qu'il sorte. Et clairement, je sais que ça n'est pas... Comme il y aura mon nom, il y aura marqué Chatham sur la couverture en gros, les gens vont croire que c'est un Chatham comme d'hab. Et donc si ils s'attendent à lire un thriller pur et dur, ils vont pas être contents du tout. Et je me suis dit, bah tant pis, je compte sur l'intelligence des lecteurs pour se dire ok, au bout de 10 pages, j'ai bien compris que c'était pas du tout ce que je croyais, mais je vais essayer de m'ouvrir à autre chose. Et de couper tous mes a priori et de me dire ok, je m'ouvre à quelque chose de neuf et je vois ce que je ressens. Et à partir de là, si à la fin du bouquin les gens ont détesté ou l'ont adoré, moi s'ils ont fait le boulot de bout de 15 pages, 10 pages, de dire ok j'ai bien compris que c'était différent donc je m'ouvre, je suis heureux. Qu'il l'ait aimé ou pas aimé. Et c'est un livre que j'adore, c'est un univers que j'ai adoré, j'y reviendrai, il y a une suite de prévue, mais il va me falloir du temps pour être prêt et je l'écrirai de la même manière quand je serai prêt, quand j'ai très envie d'écrire ça. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, je pense qu'il va s'écouler peut-être 2, 3, 400 ou 4 ans, je ne sais pas, peut-être plus, on verra. Mais j'ai déjà une suite, j'ai le titre, j'ai la thématique, je sais toute l'histoire, mais ce sera pour dès que je serai prêt. Voilà, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui l'ont trouvé bizarre, qui l'ont pu même ne pas l'aimer du tout, c'est normal. Je suis connu pour être du thriller, les gens mettent 20 balles dans un bouquin sans parfois se poser de questions et se disent bon tiens je vais m'offrir un bon thriller, allez Chatham est sorti, j'aime bien ce qu'il fait, j'y vais. Et puis ils rentrent chez eux et au bout de 10 pages ils disent mais c'est pas du tout un thriller. Alors j'ai essayé de faire passer le message au quatrième de couvre que c'était pas un thriller. On l'a sorti d'une collection de littérature et pas en thriller, mais malgré tout, vous avez beau insister, parfois il faut du temps pour comprendre et faire passer les messages, donc voilà. Mais non, moi j'adore ce livre. Et un mot qui revient sans arrêt quand tu parles de tes bouquins, c'est le mot envie. Et s'il y a bien une envie à un moment donné qui s'est inscrite en porte-à-faux par rapport à ce que tu crées, bah, c'est Autre Monde. Ouais. Donc là, Autre Monde, je vais peut-être pas les reprendre tous, mais cet univers d'Autre Monde, d'où est-ce qu'il a surgi, quelle a été la réaction finalement de ton éditeur quand tu es arrivé avec ça, et quelle a été la somme de travail pour transformer Autre Monde en quelque chose en ce que ça est devenu, c'est-à-dire aujourd'hui 7 bouquins. Ouais. Pour donner une idée, j'ai la première idée d'Autre Monde, la première fois que j'ai eu l'idée d'Autre Monde, j'ai retrouvé les documents il n'y a pas longtemps. C'était au dos des listings de vente de la Fnac qu'on foutait à la poubelle, et moi je les récupérais pour avoir des gros blocs de papier pour prendre mes notes, et donc il y a les dates dessus au dos, et donc j'ai les dates, c'est 2001. Les premières notes d'Autre Monde c'est 2001. En 2001 j'ai commencé à avoir une idée d'un monde dans lequel il n'y aurait plus d'adultes que des enfants, et puis petit à petit il y aurait comme des adultes, il y aurait un affrontement, etc. Sauf que dans la première version il y avait une histoire à travers les miroirs, etc. Enfin bref. Mais entre 2001 et le moment où j'ai commencé à écrire, il s'est écoulé 6 ans. J'ai écrit le premier tome en 2007. Il m'a fallu 6 ans d'écriture où j'ai écrit des thrillers pour un moment me sentir prêt à écrire Autre Monde. Et en fait, c'est le temps qu'il m'a fallu, je pense, pour avoir besoin d'une première pause dans l'écriture des thrillers. Où dans ma tête, je me suis dit à un moment, juste, j'ai envie d'écrire. Mais juste là, pendant 6 mois, 1 an, j'ai envie de faire autre chose qu'un thriller. Et j'ai repris ce qui était le truc qui bouillonnait dans ma tête depuis des années, c'était Autre Monde. Et puis c'est peut-être aussi le temps qu'il m'a fallu pour me sentir légitime, pour oser faire autre chose. Et me dire juste, non, je ne vais pas me prendre la tête, je ne suis pas obligé d'écrire ce qu'on attend de moi, je peux écrire ce que j'ai envie uniquement. Et donc j'ai écrit des tas de bouquins qui m'ont passionné à l'écriture. Mais à un moment, je me suis dit, tiens, là, j'ai envie de faire une pause de thriller. Et ce jour-là, je suis très heureux, c'est une vraie fierté dans ma carrière d'avoir su m'écouter. Et la première fois de ma vie où j'ai pas eu envie d'écrire un thriller, j'ai pas écrit un thriller. J'ai fait Autre Monde de Tome 1. J'ai été hyper heureux de le faire, à tel point que j'ai tout de suite été voir mon éditeur en lui disant, voilà, j'ai ce bouquin que je suis en train d'écrire, je veux un contrat sur 3 livres où vous vous engagez. Et on va jusqu'au bout. Même si c'est un four total, même si on ne vend pas un exemplaire, je veux que vous alliez au bout avec moi. On le sort de mon contrat habituel pour faire un avaloir petit, machin, etc. Mais vous me suivez jusqu'au bout. Parce que je déteste les sagas qui ne vont pas jusqu'au bout, parce que ça se vend pas. Ça me rend dingue. J'achète plus aucune bande dessinée de série tant qu'il n'y a pas l'intégralité maintenant à cause de ça. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Les éditeurs ne respectent plus les auteurs. Donc mon éditeur m'a dit ok, je te suis, on fait un contrat. Sauf qu'entre temps j'écrivais le tome 1, que je les ai rappelés quelques mois après pour leur dire bon, j'ai bien avancé dans le tome 1, j'ai redécoupé toute mon histoire, en fait c'est pas 3, c'est 7 tomes. Donc ils m'ont dit bon écoute, fais déjà les 3 premiers puis on va voir. Et donc j'ai fait les 3 premiers, on a renégocié le contrat pour faire 7 tomes en tout. Et voilà, il y a eu le 7e tome qui part en 2016. Donc première idée 2001, premier roman écrit en 2007, dernier roman écrit en 2016. Donc c'est une longue saga pour moi d'écriture qui a jalonné 15 ans de ma vie.
Et cette articulation continentale, elle était déjà au départ dans ta tête? C'est-à-dire l'idée d'imaginer une première partie qui se passe sur le continent américain, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait partie de tes références, et puis une seconde saga qui va traverser l'Atlantique, qui va prendre... Ouais, parce qu'en fait, pour moi, Autre Monde, c'est de la fantaisie, c'est du roman d'aventure, mais c'est aussi un moyen de parler de philosophie, de religion et de l'histoire de l'humanité finalement. Et que très vite, quand j'ai commencé à faire le plan de ce que serait la série Autre Monde, j'avais 3 tomes et je me suis vite rendu compte que les 3 tomes étaient trop denses, que je mélangeais 2 histoires qui finalement devaient être séparées. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, je redécoupe tout, et j'ai redécoupé, ça faisait 7. J'avais besoin de 7 tomes pour raconter toutes les facettes de mon histoire. Les 3 premiers tomes formaient la première partie, l'affrontement, le découverte du monde, l'affrontement entre les adultes et les enfants. Et dans la deuxième partie, on découvrait finalement le véritable ennemi de l'histoire, Anthropia. Et donc, à partir de là, j'avais déjà toute mon articulation. Et en même temps, c'était aussi un voyage à travers l'humanité, et donc à travers son histoire. Et donc, commencer dans le nouveau monde pour finir le dernier tome, je ne vais pas trop en dire au lecteur, mais là où l'histoire de notre civilisation a commencé aujourd'hui, donc on peut imaginer facilement que c'est le Moyen-Orient, bah, c'était une évidence. Il fallait juste qu'au milieu, je passe par l'Europe. Et comme ça, je refaisais l'histoire de l'humanité à l'envers. Et de la même manière que finalement, la fin de Autre Monde, c'est le début de la religion, pour moi. Et je pense que c'est assez évident à la lecture. Et ça, c'est tout le sous-texte en fait. C'est-à-dire que le lecteur qui veut pas se prendre la tête, il voit un bon roman d'aventure comme un thriller. Enfin bon, j'espère qu'il est bon, mais comme mes thrillers. C'est-à-dire que le lecteur qui veut pas se prendre la tête, il est un de mes thrillers, il a un thriller. Mais s'il a envie de réfléchir un peu, d'aller plus loin, il s'arrête un peu, il réfléchit à ce qui est là et pourquoi c'est là, etc. Et il se rendra compte qu'il y a toute une réflexion, toute une mécanique qui est derrière pour raconter quelque chose qui va, à mon sens, plus loin que juste le divertissement, quoi. Ceci dit, tu fais quand même le choix au moment de l'écriture de prendre des personnages adolescents. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'as pas peur d'aliéner entre guillemets une certaine partie du public, parce que tu dis toi-même, tu vas aborder et tu abordes des réflexions assez adultes, religion, etc., etc. Est-ce que tu n'as pas eu à un moment donné l'idée, pourquoi pas, de séparer la civilisation entre bons et méchants, mais adultes, pour porter le récit comme une fantasy pour adultes? Ouais, non, parce que dès le début, dès les premières notes, dès 2001, quand j'ai commencé à poser les notes de ce que serait 2001, de ce qu'est Autre Monde, je savais que le récit il était à travers les yeux d'un adolescent. C'était une évidence. Ça pouvait être qu'un adolescent. Parce que j'adore écrire sur l'adolescence. Tout à l'heure, je l'ai dit en parlant du 5e règne. Le 5e règne, c'est le bouquin que j'ai écrit pour faire le deuil de mon adolescence. Et comme au fond, comme tous les adultes un peu rêveurs, je ne l'ai jamais vraiment fait et je ne le ferai jamais, je continuerai d'écrire avec des adolescents toute ma vie parce que ça fait bien partie de mes marottes, de mes obsessions et que ça répond à un besoin chez moi. Donc Autre Monde, très vite, je me suis dit non, ça sera raconté par le biais d'un adolescent au milieu finalement d'autres adolescents. Parce que ça me permet de parler de la perte de l'innocence, que c'est la thématique du roman, que c'est la thématique de la religion, et que le paradis perdu, il jalonne toute la saga. C'est pas un hasard si la ville dans laquelle les adolescents ont finalement réussi à reconstruire une ville et à s'épanouir et à grandir pour essayer de survivre face aux adultes, ils vont la baptiser Éden. Et au centre, il y a un grand pommier sous lequel d'ailleurs se termine un des livres, lorsque la jeune fille qui est avec le héros, Ambre, croque dans une pomme. Voilà, il y a toute une symbolique. Donc non, c'était évident pour moi que ce serait des adolescents, surtout qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire Autre Monde, j'ai commencé à écrire Autre Monde en pensant que j'écrivais pour la jeunesse. Et puis au fur et à mesure des chapitres, je me suis rendu compte que pas du tout. J'y arrivais pas. Je n'étais pas du tout en train d'écrire pour la jeunesse, j'étais en train d'écrire pour un lecteur imaginaire, pour moi avant tout, quoi. Donc je me suis vite dit, ok, laisse tomber. T'écris pas pour les adolescents, t'écris pas pour les adultes, t'écris. Donc va au bout de ton histoire. Et on le voit bien au fur et à mesure de la série, ça se durcit de plus en plus, ça se noircit de plus en plus. Et la sexualité est tout doucement abordée. Voilà, donc j'ai aujourd'hui des lecteurs adolescents qui viennent, mais pendant longtemps, quand on sortait un tome qui se vendait à plus de 100 000 exemplaires au moment de sa sortie, l'essentiel des lecteurs, c'était des adultes en fait. Je m'en suis rendu compte beaucoup en dédicace au début. Je me suis rendu compte qu'en fait, tous ceux qui venaient faire signer Autre Monde, c'était des adultes. Et très peu d'entre eux me disaient, je vais le faire lire à un ado, un machin. Et c'est au fur et à mesure des années que les ados se sont emparés des bouquins parce qu'on leur a fait cadeau, parce qu'ils l'ont découvert, et qu'aujourd'hui, le lectorat d'Autre Monde, il est un tiers jeune lecteur et 2 tiers adulte. Mais voilà.
Et est-ce que c'est un lectorat qui, par effet de vase communicant, est venu du lectorat de Maxime Chatham, l'auteur de Thriller, ou bien est-ce que c'est un nouveau lectorat qui s'est construit et quand tu les rencontres, les gens qui te font signer de l'autre monde n'ont peu ou pas lu Les Arcanes du Chaos ou bien Predator? Ouais, en fait c'est assez amusant parce que au tout début, par exemple le premier tome, une grosse partie des lecteurs c'était des lecteurs de mes thrillers. Et petit à petit, au fur et à mesure que les autres tomes sortaient, je me suis rendu compte que d'autres thrillers sortaient aussi, que j'allais faire des promos, que je rencontrais des lecteurs. Je me suis rendu compte petit à petit que j'avais de plus en plus de gens qui me disaient j'adore vos thrillers. Moi j'ai lu le début d'Autre Monde mais j'ai pas aimé. Et pourtant les ventes, elles, étaient constantes. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient remplacés par d'autres personnes. Et en fait je me suis rendu compte petit à petit qu'il y a des gens qui me demandent en disant moi je vous ai découvert avec Autre Monde, j'ai adoré. Alors vos thrillers ça me fait trop peur, je veux pas les lire. Et en fait le livre a trouvé son public tout seul. C'est-à-dire qu'au début ça a été quasiment exclusivement des gens qui me connaissaient à travers mes thrillers. Et petit à petit une partie de ce lectorat n'a plus lu Autre Monde parce que c'est pas ce qu'ils attendaient, ils voulaient pas des récits trop imaginaires, trop fantastiques. Mais il s'est remplacé par des gens qui eux avaient envie de ça. Et c'est bizarre, hein. Je sais, le bouche à oreille, je sais pas comment ça s'est fait exactement, mais aujourd'hui vraiment j'ai le sentiment que c'est ça. Quand je rencontre les gens, quand on me parle d'Autre Monde, j'ai vraiment l'impression que j'ai un cœur de lecteur qui lit tout et qui lit vraiment Autre Monde, qui attendait la fin d'Autre Monde avec impatience, mais qui lit aussi les thrillers. Et puis j'ai cette partie de lecteurs qui ne lit quasiment que du thriller et qui n'aiment pas mes Autre Monde, et l'inverse des gens qui lisent du Autre Monde et qui n'aiment pas les thrillers. Alors il y a une autre facette de ton personnage que finalement les lecteurs connaissent peut-être un peu moins. C'est d'abord ton amour, mais ça ils le savent, pour le cinéma, et le fait que tu as réalisé si pas deux courts-métrages maintenant. Ouais, deux. Il y en a un, c'est un court-métrage attraction pour Disney. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette expérience? Est-ce que ça a été totalement différent par rapport à l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Ou est-ce que le fait de l'avoir fait t'a vacciné définitivement contre l'envie de devenir un jour peut-être metteur en scène ou scénariste? Ouais, mais en fait, toute mon adolescence, j'ai bouffé tellement de films, j'étais tellement mordu de cinéma que j'ai rêvé de faire du cinéma. Mais rêvé. Je me suis pas donné les moyens de faire du cinéma. Contrairement à l'écriture, j'écrivais par plaisir sans penser que ce serait un métier. Mais le jour où je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait l'être, il fallait que je me donne une chance. Là, j'ai mis toutes les chances de mon côté, vraiment, pour l'écriture. Le cinéma, je l'ai jamais fait. Le cinéma, j'ai toujours dit j'adore le cinéma, ça serait tellement super de bosser pour faire des films. Mais c'était un rêve, je me disais moi j'y arriverai jamais. Et donc toute ma vie j'ai regardé des films, j'en ai bouffé tout le temps. Aujourd'hui j'ai plus de 7000 DVD à la maison, on va être bourré, donc c'est une passion, j'en regarde énormément. Et je pense que je suis plus inspiré par le cinéma et la télé que par la littérature. Quand on dit vos références c'est quoi, j'ai pas envie de parler de romans, parfois si, mais c'est plus du cinéma, de la télé que j'ai envie de parler. Et donc l'expérience que j'en ai eue, elle est formidable, elle confirme tout le bien que j'en pense, tout le plaisir que j'ai à le faire, et ça confirme aussi tout ce que je savais, c'est-à-dire que c'est extrêmement chronophage, que le cinéma, comme on l'imagine forcément, qu'on le sait, quand on s'intéresse un peu, c'est un travail d'équipe, et c'est un travail d'équipe hiérarchisé, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est quand même les producteurs, les décideurs, que c'est la chaîne qui décide en France, et qu'on fait pas ce qu'on veut. Et donc j'ai très envie de faire un long métrage. Le producteur du court métrage, Alexandre Gavras, me tanne souvent pour que je le fasse parce qu'il sait de quoi ça va parler, j'en ai souvent parlé, je sais exactement, j'ai tout le film en tête. J'ai plus qu'à écrire le scénario, mais j'ai tout en tête. Donc il me tanne souvent pour que je l'écrive, mais c'est juste pas ma priorité en fait, c'est que j'arrive pas à trouver le temps pour le faire. Parce que je sais que faire un film va me prendre probablement 2 ans de ma vie, et que pendant 2 ans je vais avoir du mal à écrire vraiment des romans, et que j'ai un tel plaisir à écrire un roman, parce que quand j'écris un roman je me mets devant ma table et je fais ce que je veux, et je suis libre d'aller dans mes envies, dans le plaisir que j'ai, et j'ai aucune contrainte ni de lecteur, ni économique, ni rien, parce que j'ai la chance que ça marche, donc je fais ce que je veux. Alors il y a des auteurs, quand ils ont du succès, ils s'enferment dans le succès en produisant le même schéma, de peur de le perdre. Moi aujourd'hui je m'en fous, je fais ce que j'ai envie. La preuve, le commun des mortels, que ta volonté soit faite ou Autre Monde, c'est presque des suicides éditoriaux aux yeux des éditeurs, mais je le fais quand même. Donc j'ai besoin d'écrire, c'est là qu'il est mon plaisir au quotidien. Passer 6 mois de ma vie sans écrire un roman, j'y arriverai pas, je sais pas, ça me paraît pas possible, mais peut-être.
mais en même temps il y a un tel plaisir à travailler avec des équipes, à préparer un film, à le tourner, à être en post-prod, que ça me démange. Donc oui, je pense que j'y passerai un moment ou un autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même au niveau du cinéma une frustration plus grande? Parce que le résultat qu'on arrive à obtenir à l'écriture quand on travaille tout seul et qu'on ne se place évidemment aucune limite de budget, etc., au cinéma, pour vraiment avoir ce qu'on avait dans la tête sur un écran, est-ce que tu as vécu cette frustration-là aussi de dire merde, j'aurais bien voulu X et c'est un Y ou c'est un W et je suis pas tout à fait sûr d'y être? En fait, cette frustration, enfin cette émotion-là, elle est inhérente au procédé même du cinéma. Donc si on le sait, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter d'être naïf. Moi, la chance, c'est que je suis un passionné de cinéma et que, avant même de réaliser un court-métrage, je savais exactement que le cinéma était fait de cette frustration-là. Au quotidien, pour tout. Mais à partir du moment où on sait que ce sera comme ça, une fois qu'on y est confronté, on est frustré sur l'instant. On est en colère parfois même on gueule. Mais au bout d'un moment, on revient un peu sur terre et on se rappelle qu'on fait du cinéma et que le cinéma c'est ça, que le cinéma c'est un compromis quotidien avec soi-même et avec les autres au service d'un film, d'une narration, d'une bonne histoire et d'une mise en scène. Et une fois qu'on a vraiment intégré ça, on est capable de faire du cinéma. Et j'ai une chance, c'est que je suis pas débarqué dans ce milieu-là avec la naïveté, la candeur du mec qui s'est jamais renseigné, qui sait pas comment ça se passe, et je savais exactement que c'était comme ça avant même de le faire. Donc j'ai éprouvé tous les jours ça. Mais tous les jours, une fois que je l'avais éprouvé, je mettais de côté en me disant maintenant t'avances. T'avances parce que de toute façon tu peux rien y faire et que c'est comme ça. Il faut que tu fasses le meilleur film possible quand même. Et que de toute façon il faut s'y préparer. Voilà, donc quand j'ai fait mon court-métrage pour Canal+ avec Alexandre Gavras, dans ma tête j'étais prêt à tout ça. Je savais. À tel point même que heureusement qu'Alexandre Attalas, c'est un producteur formidable, qui m'est arrivé sur certaines prises de me dire bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est quand même pas mal, donc on avance. Et parce que je veux mettre en boîte tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et Alexandre me disait non, attends. Si tu veux qu'on peut la refasse encore pour que tu aies plus quelque chose qui correspond exactement, fais-la, on peut. Je suis sérieux, bah on l'a fait. Et c'est quand même dingue, un metteur en scène qui à un moment se dit bon, c'est la troisième prise, elle sera bonne, ça me va, ce que j'ai est bon, c'est pas parfait mais c'est bon, je peux faire avec. Allez, on remballe et on passe au plan suivant. Et le producteur dit non, si tu veux faire mieux, si tu veux, on peut. On peut encore. C'est toi qui choisis, si tu veux, on peut. Ah bah tu sais quoi, si tu m'autorises, je le refais. C'est drôle ça. Et de l'autre côté de la barrière, alors parce que maintenant avec la technologie telle qu'elle existe, Autre Monde pourrait exister au cinéma. Ouais. Et est-ce que tu as déjà, parce que je sais que tu as eu une expérience, pas dire malheureuse avec L'âme du mal, mais catastrophique on va dire, de cette espèce de téléfilm qui a été diffusé en 25e partie de soirée. Et fait dans mon dos, faut le dire. Ah oui, d'accord, fait dans ton dos en plus. Les contrats étaient négociés dans mon dos, parce qu'en fait, cinématographiquement, rien ne pouvait se faire sans mon accord, mais il y avait un petit vide juridique à l'époque, depuis je fais plus la même erreur dans mon contrat audiovisuel, et donc à la télé ça pouvait se faire sans mon accord. Et comme j'étais en train de me séparer de mon premier éditeur et qu'on se faisait même un procès, on était en guerre, on se parlait plus, donc pendant qu'on se faisait la guerre, il a lancé la production. Ah oui, d'accord. Voilà, enfin c'est TF1, il a accordé le droit à TF1 pour qu'il fasse. Donc moi j'ai appris que le deal était fait, le tournage était déjà en cours. Ah ouais. Donc du coup j'ai refusé totalement de m'impliquer, j'ai même pas voulu entendre parler, je n'en ai jamais vu. Mais on m'a dit que c'était une vraie catastrophe, moi bien. Ça ne m'intéresse pas. je l'ai vu. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. Mais est-ce que tu as, et par rapport à Autre Monde, par exemple, qui quand même aujourd'hui où tous ces mondes de fantasy ont un succès énorme, on vient de voir Miss Peregrine qui a été adapté, il y a eu Harry Potter, il va y avoir les animaux fantastiques d'Harry Potter, c'est tous des univers évidemment qui attirent le public. Est-ce que tu as déjà été contacté ou est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu penses que ça pourrait devenir quelque chose en France, ou bien est-ce qu'il faudrait que quelqu'un d'autre s'en empare? Non, en France, je vois pas comment on pourrait, avec les moyens actuels, à part un mec comme Luc Besson qui est capable d'arriver avec un projet complètement dingue et voilà, non, je crois que c'est très compliqué. Il faudrait éventuellement un projet européen, mais alors là, faire des films à l'échelle européenne, on n'est pas tout à fait là. Non, je crois qu'il y a que les Américains qui sont capables de le faire, mais les Américains ne s'intéressent pas trop à ce qui se fait à l'étranger. Donc pour l'instant non. Pour l'instant non. Il n'y a pas de discussion même. Les droits sont totalement à moi et il n'y a pas du tout un producteur. Allez, maintenant on va passer aux questions, ce que j'appelle les questions courtes. Le film que tu ne peux pas ne pas regarder chaque année. Ah, un seul? Ouais, un seul. Ah, c'est dur, il y en a trop. Un seul, je serais incapable d'en avoir un seul. Je tourne sur 5-6 films, mais je les regarde tout le temps.
Donc les Goonies, parce que c'est un formateur, mais je le regarde pas tous les ans. Là, je l'ai pas vu depuis 3-4 ans, je crois. Willow, c'est pareil. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Je pense, les Star Wars, les Indiana Jones. Non, il n'y en a pas un seul. Il y a pas un. Le livre que tu regrettes de ne pas avoir écrit. Ah, il y en a tellement. Dragon Rouge de Thomas Harris. J'aurais adoré l'écrire. L'auteur que tu regrettes d'avoir rencontré. Il faut vraiment que je balance là. Comme tu veux. Ah, c'est méchant. Non, il y en a beaucoup qui sont décevants, mais il y en a beaucoup qui sont formidables, alors ça contrebalance. Oh. Non, il n'y en a pas vraiment. Non. En off, je te dirais, mais. La suite d'un film que tu rêves d'écrire. Oh, la suite d'un film que je rêve d'écrire. Les Goonies. Je rêverais d'écrire la suite des Goonies. Le film que tu as vu et que tu aurais voulu écrire autrement. Stand By Me, forcément. C'est ce que j'ai fait quand j'étais gosse. Qu'est-ce que tu veux l'actrice que tu adorerais caster dans un film de long métrage que tu réaliserais. Ma femme va m'engueuler. Rachel Weisz. Je trouve que c'est une des actrices les plus talentueuses anglaises. Non, elle est formidable. Rachel Weisz. Et l'acteur que tu aimerais vraiment bien diriger. Il y en a beaucoup. Si tu avais toute liberté. Il y en a beaucoup que j'adore. Ça dépend des rôles. Le premier nom qui m'est venu en tête tout de suite là spontanément, c'était Brad Pitt parce que je trouve que le mec est dingue et un grand talent. Sinon j'adore Jeff Bridges. Est-ce que tu as pleuré à la mort de Han Solo? J'avais la gorge et le menton qui n'étaient pas fiers. Puisqu'on est là-dessus, tu as aimé Le Réveil de la Force? Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré parce que j'ai retrouvé toutes les émotions que j'ai eues quand j'ai maté Star Wars, que je comprends totalement le procès qui est fait au film d'être une sorte de remake de ce qui s'est déjà fait, mais ça me dérange pas puisque le film fonctionne. À partir du moment où le film fonctionne comme il est, c'est pas grave. En revanche, je ne serais pas du tout clément si la suite est aussi une sorte de remake, parce qu'une fois ça va, faut pas le refaire à chaque coup, quoi. Mais sur le premier, faut pas oublier d'où ça vient, c'est que le film repart un peu avec une nouvelle génération, une nouvelle équipe, un nouveau producteur. Donc il fallait qu'ils marquent le saut de leur passage. Et ils l'ont fait de cette manière-là, avec beaucoup d'opportunisme, il ne faut pas se leurrer, mais je trouve surtout avec beaucoup de réussite. Et moi, le film pour moi fonctionne, donc je passe un excellent moment, je l'ai revu avec un grand plaisir, j'ai très envie de le revoir à nouveau, donc non, ouais, je prends à 100%. La série télé de ces dernières années dont tu ne manquerais pas une seule saison? Série télé, il y en a plein. Hein. J'ai adoré Downton Abbey pour ses interactions humaines, Game of Thrones parce que c'est bluffant. Ouais, Game of Thrones c'est pas original, je suis comme tout le monde, mais c'est assez dingue de réussite. Ouais, Game of Thrones, allez, Game of Thrones. Alors une toute dernière question, comment imagines-tu l'écrivain Maxime Chatham dans 20 ans? Oh bah merde. Fais preuve d'imagination. J'espère pas avec trop de problèmes d'articulation, parce que j'ai des petits problèmes de mains, de doigts, de dos, etc. Donc une fois qu'on aura passé tout ça, dans 20 ans, je rêverais, si c'est un rêve, je rêverais de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un type qui a la chance de pouvoir écrire tous les jours ce qu'il a en tête, et d'avoir la chance d'avoir un retour régulier de gens qui aiment lire ça. Donc j'espère avoir la même liberté, je pense que ça ne changera pas, de pouvoir aller là où j'ai envie d'aller, d'explorer des pistes, de m'amuser. J'ai tellement d'idées au quotidien que je crois que ça ne changera pas en 20 ans. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ça n'a pas changé sur les 20 dernières années, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait dans les 20 prochaines. Je trouve que tous les éléments de la vie qui me faisaient peur en tant que romancier, où je me disais est-ce que ça ne va pas me casser, comme la paternité par exemple, la vie en couple, la vie de famille, sont en fait des éléments qui enrichissent le romancier. Donc aujourd'hui, j'ai rien perdu de tout ce qui m'animait, et au contraire, tout ce que j'ai vécu de plus ne fait qu'apporter, contribuer à nourrir mon inspiration. Donc je pense que dans 20 ans, j'aurai encore plein d'autres trucs à raconter, à faire. J'espère juste que la vie me le permettra, la santé me le permettra, et que les lecteurs seront encore là pour lire mes bouquins avec plaisir, j'espère.